Préserver le passé et construire l'avenir avec Eiffage Construction. La vie de château, en partenariat avec Diam, le liège sans goût de bouchon. Bonjour, la vie de château aujourd'hui est en forêt. Alors la forêt évidemment elle est complètement débitée puisque ici vous avez ce qui reste du chêne une fois qu'il est débité ici en tonnellerie en Charente dans le Cognacé à la tonnellerie Seguin-Moreau. Autrefois les métiers de tonnelier garnissaient tous les bords de la Garonne, notamment dans le Bordelais, les bords de la Charente, les bords de toutes nos rivières parce qu'il faut à la fois du bois pour chauffer, du bois pour faire sécher, enfin bon bref c'est tout un ensemble de métiers extraordinaires qui sont rassemblés ici dans cette tonnellerie Seguin-Moreau en Charente, qui est une cathédrale dont le vin a besoin. Voilà un morceau de chêne coupé en morceaux et monsieur Staquet, Hubert, hein, vous êtes le formidable raconteur de l'histoire. Comment on passe d'un arbre avec son écorce à ceci qui s'appelle un mérin. Un mérin. Qui donne ensuite la douelle qui constitue la barrique. C'est ça. Alors expliquez-moi comment on passe de ça à ça. À ça qui est notre trésor. Hein. Le bois mérin, c'est un peu le trésor de notre tonnellerie. Et c'est issu des plus beaux chênes de France, hein, qu'on vient débiter, qu'on vient fendre en billon, en demi-billon. Et de chaque billon, on va venir sortir des quartiers, en fendant et en respectant le fil. Et c'est dans le quartier que vous extrayez le merrain ? Exactement. Dans chaque quartier, on va venir extraire 1 ou 2 mérins et récupérer tout ce que la nature peut nous offrir en termes de largeur. Alors quelquefois la nature, elle est pas généreuse et quelquefois elle est généreuse. Il y a des chutes. C'est pour ça qu'on a des mérins de plusieurs largeurs. Oui. Voilà. Pourquoi ? Montrez-moi là. Par exemple ici, vous avez des largeurs différentes. On a des mérins plus larges et des mérins plus étroits parce que chaque bout de bois est différent. Et dans chaque pièce de bois, on va pouvoir sortir des mérins plus ou moins grands. Alors pourquoi vous obligez, et je vois que c'est tracé sur le dessus du billon, pourquoi vous vous obligez à sortir le meilleur ? Comment vous définissez le meilleur ? Le meilleur, c'est la partie centrale de l'arbre. Le cœur. Le cœur, alors hors cœur, parce que dans le cœur, il y a trop de contraintes, donc ça va déformer la barrique. Dans l'extérieur, c'est l'aubier, c'est spongieux, donc on va pas respecter l'étanchéité de la barrique. Donc on va venir chercher la matière entre le cœur et l'aubier, ce qu'on appelle le duramen. Et il faut qu'on sorte le mérin en respectant le fil du bois pour pouvoir permettre l'étanchéité de la barrique. Et à partir de là, donc à partir du mérin, comment on obtient la douelle ? C'est-à-dire cette paroi fine qui est assemblée par ces artistes de l'atelier qu'on voit, qui sont des hommes de l'enfer, c'est des amis de Vulcain. Vous les verrez tout à l'heure. Oh bah oui, non, mais on les a déjà vus en entrant, ils nous donnent soif, tous ces vulcanologues. Là, alors, hein. Bon. Déjà, le mérin, il mûrit longuement sur notre parc. Vous voyez, la matière est grisée. Ah, ici, c'est un parc de mûrissage. C'est un parc de maturation du mérin. On va venir laisser le temps faire son œuvre pour pouvoir venir extraire les mauvais tanins du bois qui donneraient des goûts amers ou trop astringents. C'est pour ça que chaque tas, chaque fil, chaque rang a des couleurs différentes, c'est ça ? Là, on a un mérin qui est plus jeune, plus frais, oui. donc qui a une couleur plus claire. Et au fil du temps, les mérins effectivement vont griser, noircir, qui en fait traduisent ces phénomènes qui changent dans la matière, ces phénomènes d'oxydation, qui vont permettre de dégager ces arômes qu'on recherche dans l'élevage des vins sous bois. Derrière vous, monsieur Nicolas Héria-Dubreuil, je vois des images qui datent l'une de 1934, l'autre qui est plus ancienne encore. C'est l'histoire de cette entreprise, l'histoire des familles qui l'ont fondée au 19e siècle. Vous, aujourd'hui, vous avez quel âge ? Vous avez 41 ans. 41 ans, vous êtes un jeune quadra, donc, et vous avez sur vos épaules une histoire qui est quelquefois mouvementée, qui passe par Seguin, Moreau, Rémy Martin. Voilà, donc... Comment un jour le cognac, on est en Charente ici,
au fond, a sauvé ces métiers de la tonnellerie, puisque à Bordeaux, il y avait une telle crise qu'on n'avait plus besoin de barriques. Alors comment, pour l'ensemble de notre catégorie du métier, je ne saurais pas dire. Ce que je sais, c'est que c'est mon arrière-grand-père qui a fait rentrer la tonnellerie dans ce qui était Rémy Martin à l'époque. Donc c'était devenu la tonnellerie de la maison Rémy Martin, la maison de Cognac. Et plus tard, en fait, dans les années 80, le métier de tonnelier à Cognac, qui était essentiellement tonnelier pour les maisons de Cognac, a commencé à se redynamiser dans le monde du vin. Et c'est le moment où, je dirais, les tonnelleries ont commencé à vraiment prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, on est essentiellement dans le monde du vin, avec plus de 95% de notre activité qui est d'abord pour des clients dans l'exploitation viticole. Je décide que nous sommes dans la gare de départ de toutes ces filles, les barriques, ces filles de Seguin-Moreau, qui sont là tout enveloppées de leur robe de mariée, parce qu'elles vont aller chez des viticulteurs, dans des grands châteaux, pas seulement dans le sud-ouest, mais peut-être jusqu'en Thaïlande, me dites-vous, monsieur Nicolas Malherbès. C'est vrai, il y a certaines de ces barriques qui vont aller à l'autre bout du monde? Exactement, mais la tonnellerie française est reconnue partout dans le monde. On a à peu près 10 000 clients au travers du monde entier, sur 60 pays. Vous parliez de la Thaïlande, on a effectivement des clients en Thaïlande, mais on en a aussi à Bali, on en a au Japon, on en a en Chine bien évidemment, et puis tous les grands pays du monde du vin, Chili, Argentine, Afrique du Sud, États-Unis. Et tout ça s'est développé à partir du cognac. Exact. Puisque c'est la maison Rémy Martin qui a porté le destin de la tonnellerie historique, Seguin-Moreau, et qui se développe pas seulement dans des régions traditionnelles, viticoles, comme à Bordeaux, où le bois a été à la mode et peut-être on est devenu plus raisonnable. Mais... Alors exactement, il y a eu vraiment une explosion de l'utilisation de la barrique dans les années 2000, où il y avait même, j'ai connu, du 200% fût neuf, c'est-à-dire qu'ils mettaient du vin dans une barrique neuve, qu'ils enlevaient et remettaient une barrique neuve. Donc c'était peut-être un peu excessif. Là maintenant, la mode, c'est le bois sans le bois. C'est-à-dire que c'est le bois pour tout ce qui est volume, rondeur, micro-oxygénation, mais pas trop marqué au niveau aromatique. Donc ce qui permet d'avoir quand même la barrique, qui permet d'élever le vin, mais sans cacher le fruit du vin. Et donc le fruit reste au-dessus. Et est-ce que ce goût, je vais en parler tout à l'heure avec Philippe Feuzas, est-ce que ce goût est le même partout, dans tous les pays consommateurs, ou bien est-ce que vous vous adaptez? Non, on s'adapte bien évidemment. On peut faire plus de 10 000 types de barriques différentes, en fonction du type de bois, type de grain, type de chauffe, la taille de la barrique aussi. Déjà, on doit s'adapter aux cépages, parce que les cépages sont différents. Entre un pinot noir très léger, délicat, et un cabernet franc du Médoc, bien évidemment, il faut faire une chauffe différente, une sélection de bois. Donc tout notre travail, c'est d'arriver à comprendre le vin au départ, où est-ce que l'œnologue veut amener son vin à la fin, et ensuite d'adapter, encore une fois, la typicité de la barrique, la typicité de la chauffe, pour l'amener, pour élever son vin comme il le veut. J'ai même de la pâte à pain, parce que les travailleurs, les tonneliers, utilisent ce produit pour fabriquer de l'étanchéité dans les barriques qui sont tout autour de nous. Devant nous, Philippe Feuzas, viticulteur, œnologue, commercial, un des plus anciens de cette maison Seguin-Moreau. Lorsque vous vous présentez chez un vigneron, qu'il soit un grand château ou un modeste de l'entre-deux-mers ou d'ailleurs, et que vous lui proposez des barriques, des demi-muits comme celle-là, ou des barriques de 225 litres, ou des grands formats, vous discutez de quoi? Du prix? Non. Non. Pas tout de suite. Dans tous les cas, pas chez Seguin-Moreau. Mais c'est tout d'abord, ça fait 25 ans que je fais ce métier et c'est toujours aussi passionnant. Parce qu'en fait, on intervient chez le vigneron, l'œnologue, le maître de chai ou le directeur technique. On intervient sur un domaine de recherche d'excellence. Ce sont des gens qui vont toujours chercher le petit détail, on affine. Élever le vin, en fait, j'aime beaucoup ce terme parce que c'est le porter plus haut et on le fait ensemble. C'est un travail d'équipe, en fait. Avec le bois que vous lui proposez, avec la façon, parce que c'est pas seulement du bois, c'est un travail qui a assemblé ce bois. Mais exactement, mais ça c'est le modèle de barrique, c'est l'acte final, j'ai envie de dire. C'est d'abord comprendre ses attentes. La problématique est
totalement différente entre un Pomerol à 100% Merlot et puis une Syrah de la côte rôtie. Donc on va essayer de comprendre d'abord. Alors pardon de vous interrompre, mais essayez d'expliquer à celui qui nous regarde là derrière, justement, qu'est-ce que vous apportez au Pomerol et qu'est-ce que vous apportez de différent à la Syrah de la côte rôtie? Alors, avec un exemple. Tout à fait. Alors, au niveau du Pomerol, ça va être l'expression du Merlot. Et pour lui, qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut de la pureté, il faut préserver le fruit et la chair de ce Merlot. Pas trop de pain grillé Voilà, alors. Il ne faut pas trop de notes grillées, toastées. Il faut le porter, il faut allonger le vin, comme on dit, complexifier, densifier la bouche, sans masquer les arômes de ce Merlot. Est-ce qu'il est possible de dire que vous améliorez le Pomerol médiocre, vous en faites du bon? Non, parce que ça c'est le Il travail... Il n'osera pas le dire, mais c'est vrai, je vous le dis. C'est le travail des œnologues et des maîtres de chai. Mais on va être là pour mettre ce vin sur un piédestal. Voilà, pour la touche finale, le polish, en fait. Et ça, c'est un travail passionnant parce qu'on a une caisse à outils avec énormément de possibilités. Quand je suis arrivé dans le métier en 1994, ça fait 25 ans ce mois-ci, il y avait à peu près une vingtaine de modèles différents, de barriques à notre disposition. Aujourd'hui, c'est plus de 200 possibilités que nous avons à disposition entre les paliers de chauffe, les types de bois, les assemblages de bois, mais c'est surtout la taille du contenant. Le château aujourd'hui était une tonnellerie en Charente, à la tonnellerie Seguin-Moreau. On est entre l'enfer et les flammes et le paradis de la bouteille, et surtout le paradis de l'anachronisme, celui de cette voiture formidable, emblématique, un vieux camion Ford. Je vais essayer de le faire démarrer. Au revoir à tous. C'était La Vie de Château en partenariat avec Diam. Le liège sans goût de bouchon. Préserver le passé et construire l'avenir avec Eiffage Construction.